La rousse est douce. One ugly motherfucker. Sailors, à ce prix le plus bas, Pérois. Bien de bonjour, chers clients, et re-bienvenue au Super Club Vidéocore. Je suis Steve et je suis en compagnie de... Ton commis et collègue préféré, Stéphane. Effectivement, Stéphane. Hey, écoute, En fait, je suis son préféré parce que je suis le seul autre commis du Super Club Vidéogore. Merci à tous nos clients d'être là avec nous cette semaine. et cette semaine encore, une semaine incroyable. Hein, on reçoit Alexis Wawerka. Est-ce que j'ai bien dit son nom? Non. Wawerka. Wawerka. Wawerka, qui a fait un film d'horreur indépendant en France qui s'appelle Prends ta Bible et tire-toi. On va y revenir tantôt. Ouais, mais en vedette Lloyd Kaufman, ça a l'air complètement disjoncté comme film. Christophe revient avec l'année de l'horreur avec son acolyte John de John Alley TV. Ils vont parler de deux films, un film chacun de 1996. J'ai très hâte de voir c'est quoi les films de 85. Toi, t'as hâte. Les films des années 90, c'est pas ma décennie préférée. J'aime ça, moi. En fait, j'aime les films des années 90 de série B. On a eu première plainte d'un client, mon Steph, qui était vraiment fâché suite à la chronique de Sylvain Chénier de la semaine dernière à propos de Action 90. Il nous a envoyé une vidéo. Oh! On va regarder ça. Des représailles. Oui, Il y a quelqu'un qui effectivement. se venge, là. Steve, pour tes films en série, tu vas parler de Hellraiser 2022. Je termine la série Hellraiser après 11 films. J'avais hâte et j'ai hâte d'en commencer une nouvelle. Et toi, mon Stéphane, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine? Eh boy, j'ai regardé Pet Sematary Bloodlines. Oh! On verra. On verra. Mais écoute, moi, j'avais adoré le premier. C'est un de mes 5 films préférés. Le deuxième, tu l'aimes bien? Honnêtement, oui, c'est un choix sentimental par contre, parce que objectivement, je trouve que les films d'horreur des 90s, surtout entre 90 et 94, c'est rough. C'est vraiment une période de transition. Mais Pet Sematary 2 avec Edward Furlong et Clancy Brown qui livre une performance extraordinaire. Ouais, le remake, malheureusement, était assez mauvais. C'était tiède. J'ai détesté. Fait que j'ai bien hâte de voir comment tu as trouvé l'autre film. Et écoute, je veux juste prendre un petit 2 minutes encore pour remercier. Anorak Brewpub, Ben oui, le meilleur sponsor. Écoute, c'est une brasserie de style barbecue américain. À Oui. Morin Heights, en plein cœur de Morin Heights. J'en reviens pas. Ça fait 26 ans que je travaille pour le Super Club Vidéogore, puis je suis obligé encore de passer derrière mes employés comme un clown. Faites vos jobs! OK? C'est simple, là, me semble, là. On pourrait vous remplacer les deux là, par des singes amputés puis aveugles, puis ils feraient une meilleure job que vous autres. Villeneuve, va gratter la putain de gomme qu'il y a sur le tapis en avant, OK? Ensuite, allez chercher les arrivages puis placez-les au PC. J'avoue que la gomme, ça fait longtemps, là, faut le ben, donner. ouais, mais c'est comme. Ils arrêtent d'en vendre, la gomme. Tu sais, Ouais, c'est sûr. Écoute, là, vous remarquerez qu'il y a moins de gomme dans la machine. Hein? ouais. Pas un hasard, ça. Merci beaucoup à notre petit drone qui passe au travers du plafond. Quand même cool, hein? C'est de valeur pour ton Jeep. Ouais, effectivement. Fait que Stéphane, montre-nous une petite bébelle que tu as eue cette semaine. Écoute, j'en ai parlé quelques fois de mon amour pour ce film-là. C'est un film de 1980, je crois, 1982. Ou non, 84, pardon. C'est si vieux que ça, hein? C'est début 80s. J'ai parlé de Toxic Avenger. Cette figurine-là était trop parfaite. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment très belle. C'est une création extraordinaire de Lloyd Kaufman, Toxie. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens ont déjà vu la série Toxic Crusaders, qui était un dessin animé Non. qui ne se prête pas du tout à un dessin animé pour enfants, là, ce monde-là. Mais Toxic Crusaders, également un jeu au Nintendo. Et il va y avoir un remake de Toxic Crusaders sur les consoles modernes bientôt, là. Donc, je ne pouvais pas passer à côté, je suis un gros fan quand même. Et aussi un remake de Toxic Avenger. Oui, effectivement, qui est disponible présentement avec Peter Dinklage, entre autres. Ça a l'air. Je le sais pas. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Là. Je sais pas si ton père n'est pas loin parce qu'il prend des notes quand je dis j'ai pas vu tel ou tel Ouais, film. non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est, ouais. Et côté arrivage, moi, côté film, en fait,
Tu sais, on- Qu'est-ce que tu as commandé, mon Ben, Steve? Parce que là, il y a bien du stock. Ouais, j'ai 3 films que j'ai commandés pour nos clients parce que, tu sais, on dit tout le temps, tu sais, l'horreur c'est beau, les films d'horreur 90, des films d'action des années 90 aussi c'est le fun, etc. Mais les genres de thrillers sexy, érotiques, d'action des années 90, ça aussi c'est cool. Notre génération, Stéphane et moi, là, qui s'appelait le soir en disant mais ça, là, c'est Bleu Nuit qui commence. Ouais, on faisait ça, nous autres. Tes chums de gars t'appelaient pour Ouais, te dire... ouais. Mel- Ouais, de pas oublier Bleu Nuit. OK, Tu OK. te réveilles. Restez-vous Fait que en ligne j'ai- pendant le... J'ai ici Nightwave. Nightwave, qui a l'air vraiment d'un film qui est fait par James Kaufman. C'est peut-être le cousin de Lloyd? Non, de Andy. Ah, OK. Ah, OK. Tu pensais m'en aller sur Lloyd. Sinon, j'ai NetGames. NetGames qui semble être un autre thriller dans ce style-là. Et j'en ai un avec Christy Swanson et Stephen Baldwin pour faire plaisir à notre gérant. Hein? Parce que quand il travaille pas, ben, il regarde des films. Donc, Ils travaillent pas, tu veux dire pas mal tout le temps? Ouais, Zebra Lounge. Their first meeting was daring. Their last will be deadly. Oh! Fait que là, on baigne un peu dans l'horreur, on dirait. Ouais, c'est Soft, soft. Fait que. Comme ouais, Bleu Nuit et du soft porn, ça, c'est du soft horreur. exactement. Fait que c'est ça pour les arrivages pour cette semaine. Cool. Et là, j'aimerais savoir, hein, on est rendu au bout de Daniel, parce que nous autres, on aime ça savoir qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, aujourd'hui, dans le monde de l'horreur. depuis le début des temps. Salut triple d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 17 novembre, il y a un total de 15 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1979, on a Salem's Lot, qui est une adaptation d'un roman de Stephen King faite pour la télé par Tobe Hooper. Ça raconte l'histoire de la petite ville de Jerusalem's Lot qui se retrouve avec un petit problème de vampire. C'est long comme film parce que c'était originalement en 2 épisodes d'1h30, mais moi, malgré sa longueur, j'ai vraiment aimé. Ensuite, en 1999, on a Sleepy Hollow, qui est un film réalisé par Tim Burton puis qui met en vedette, vous l'aurez deviné, Johnny Depp. Depp joue Ichabod Crane qui est envoyé à Sleepy Hollow pour enquêter sur 3 décapitations. Le coupable, nul autre que le cavalier sans tête. Personnellement, j'aime beaucoup ce film-là puis je trouve qu'il fit parfaitement bien dans un marathon de films en octobre. Fait que je comprends pas pourquoi il est sorti en novembre. Ensuite, en 2001, on a Frailty, qui est un film réalisé et mettant en vedette Bill Paxton. Ça raconte l'histoire de 2 enfants dont le père est peut-être en train de devenir fou parce qu'il dit que Dieu lui a donné comme mission de tuer des démons puis il se met à décapiter des membres de sa communauté. Est-ce qu'il est vraiment en mission ou il est tout simplement viré sur le top? À vous de le découvrir. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine et back to you Steve et Stéphane. Écoute, pas une grosse semaine en termes de volume, mais une grosse semaine en termes de qualité quand même. Il faut que je parle d'emblée, même si c'est le dernier film qui a été nommé par Daniel, de Frailty, avec Bill Paxton, Matthew McConaughey. Quel film qui m'a complètement surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Ah non, c'est vraiment, vraiment excellent comme film. Une ambiance weird en plus. Tu sais pas trop si le père est fou ou pas fou. Je l'aurais écrit sur mon petit pad si J'ai tu vu. l'avais. Et c'est un film que j'ai regardé souvent. Puis je te dirais que passé les années 2000, tu sais, ça c'est un trip d'enfance. On dirait regarder les mêmes films en loop. Ouais. Frailty, j'ai fait ça à l'âge adulte parce que c'est un film que j'aimais montrer aux gens qui étaient complètement insouciants. Sleepy Hollow. Oui, ça j'ai vu Sleepy Hollow très souvent. J'adore Sleepy Hollow. Sérieusement, c'est un film très divertissant. En fait, Burton a réussi à faire, je veux pas dire un film parfait, mais dans pour qu'est-ce que c'est, pour moi, c'est comme un film parfait. Ben, ça fait exactement ce que ça veut faire, ce film-là. D'ailleurs, notre ami Guillaume, qui fait la chronique Ce Passe-Temps et qui fait partie du groupe de Sur la route de l'horreur, Ouais. avec toi, Steve, Martin et Danny, adore Sleepy Hollow. Dans le 13e épisode de Sur la route de l'horreur, L'escale sanglante, il y a un long segment de Guillaume sur Sleepy Hollow, puis c'est du bonbon. Ah oui, c'était toute une ville. Allez visiter ça si vous passez dans le coin. Et dernièrement, dernier film, pas dernièrement, dernier, Salem Lot, que je crois que je n'ai toujours pas vu. Et je dis je crois parce que j'ai une mémoire de bouette, mais je pense que j'ai jamais vu Salem Lot. Je le possède. Ouais, ben ça, c'est pas étonnant. Et on l'a ici au Super Club Vidéo Gore. Moi, j'ai lu le roman de Stephen King. Je me souviens d'un personnage qui s'appelle Parkins Gillespie. Asti qu'il y avait des noms de personnages bizarres dans les livres de King. Il n'y a rien à comprendre là-dedans.
Hey, fait que merci Daniel pour le petit recap. Donc, après la pause, on s'en va rencontrer un autre client, Alexis Vaverka. On ne dira pas que tu t'es trompé comme ça, Steve. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission Sur la route de l'horreur. Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de Sur la route de l'horreur, c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedel'horreur.com pour plus d'informations. Donc, Stéphane, t'es un fan fini de Toxic Avenger. T'adores Toxie, t'adores ce qui est trauma, je crois. Quand même. Class of Nukem High. Ouais, effectivement. Et Alexis va vers K. Hein, c'est facile à dire. Il s'est pratiqué. Et Là. voilà, Alexis nous a concocté un film qui a tourné sur 12 ans. J'ai vraiment hâte de voir comme toute l'histoire de ce film. Un rêve de fièvre. Autos sur ta planète. On a assez d'étrangers comme ça ici. Bienvenue en Picardie. Cette semaine, Stéphane, un client que je n'ai malheureusement jamais rencontré En personne. en personne, juste au travers du Saint-Esprit, en fait. Et Alex Vaverka qui nous vient en direct. T'es où en Europe exactement, Alexis? Alex? Dans une ville qui est un peu une succursale de l'enfer, qui s'appelle Paris. On a déjà entendu parler de ça, je pense. Ouais, C'est effectivement. assez dégueulasse. Alexis, on est super content de t'avoir dans notre club vidéo parce que on pourrait éventuellement avoir le film que tu viens de terminer sur nos tablettes qui s'appelle « Prends ta Bible et tire-toi ». Ça, quand même, c'est très drôle, Alex, parce que Steve a eu un lapsus il y a environ une semaine, puis il a dit « Ouais, Alex, super le fun, son film « Prends ta bite et tire-toi ». Puis j'ai cherché « Prends ta bite et tire-toi » sur Google, puis ça m'a vraiment pointé vers les endroits les plus ténébreux du web. J'ai compris par la suite que le titre est bien « Prends ta Bible et tire-toi ». D'ailleurs, quand j'ai trouvé ton film sur Internet, je me suis rendu compte qu'il n'y a même pas de synopsis sur IMDb. Donc, as-tu offusqué quelqu'un avec ton titre ou est-ce que tu es cancellé, Alex? Non, j'ai eu des... Alors, le film a pris 12 ans à se faire. 12 années, voire plus. Et à une époque, j'étais éboueur. Voilà. Et j'étais éboueur et j'ai reçu, pendant que je faisais le film, pas des menaces, mais beaucoup de musulmans m'ont dit « C'est pas bien ce que tu fais, tu insultes les chrétiens et les catholiques avec ton titre, change de titre ou tu vas avoir des problèmes. » Oh, wow! OK, vraiment des menaces. Alors, moi, j'étais à la fois content pour les cathos, je me suis dit « Putain, avec tout ce qu'ils ont fait comme saloperie aux musulmans, les catholiques, je suis étonné que les musulmans allaient protéger sur le titre de mon film. » Et d'ailleurs, j'ai changé le titre du film en cours. Le film se passant dans une petite ville en France qui s'appelle Ham, comme jambon, j'avais rappelé le film Ham-Ageddon. Et finalement, c'est ma femme qui avait trouvé Prends ta Bible et tire-toi. Finalement, j'ai décidé de le remettre parce que j'ai dit ça va, merde, faut pas déconner, quoi. Comment c'était, Alex? Parce que tu as eu la chance de partager la scène avec le grand Lloyd Kaufman. Comment c'était cette expérience-là pour toi? Et surtout, comment que Lloyd est arrivé dans ton film? On sait tous que Lloyd parle très bien français. En fait, il y a un meilleur français que Stéphane et moi. OK, il y a un meilleur français que moi. Et qui adore Paris, la France, ces choses-là. Mais comment Ça, c'est une drôle de question parce que je m'en souviens presque plus. Je sais plus comment ça s'est passé. Je sais que c'est vu que ça fait 12 ans, tout ça. Alors Lloyd, il n'est pas arrivé il y a 12 ans. Il est arrivé il y a 5 ans ou 6 ans, je crois, dans le film. On s'était rencontrés une fois. Je sais plus, je l'avais contacté, je crois.
pour le faire venir dans un magasin de DVD Blu-ray qui s'appelle Metaluna à Paris, Oui. qui est une boutique assez célèbre. Voilà, ils font souvent venir du monde. Et à l'époque, justement, mon éditeur, Backfilm, éditait un gros coffret de Toxic Avenger, qui est d'ailleurs ici. Voilà. Wow. Un gros pavé et tout. Et ils avaient fait venir, je crois, Lloyd. Et moi, je sais plus bien, je m'étais chargé avec un de mes copains, Fabrice Colson, d'aller. On l'avait trimballé en voiture, on était allé le chercher à son hôtel, on l'avait ramené, etc. Et bon, bah, j'avais eu son numéro. Et quand d'un coup, quand j'ai eu l'idée de rajouter des visages connus dans mon film, longtemps après le début du tournage, eh ben, j'ai dit, bah, tiens, Lloyd, il parle français. Après tout, le film, il a été pensé comme étant un trauma pratiquement. Bah, autant que le président de ce monde-là soit Lloyd Kaufman. Mais je ne l'ai pas dirigé. Excellent. J'ai filmé les scènes de Lloyd avec moi à sa place, là où on est en ce moment, là, dans ma cave. Et attends, mais je ne suis pas calé. Voilà. Et en fait, je lui ai montré ce que je voulais qu'il fasse. Je lui ai envoyé à New York. Il a mis un fond vert derrière son bureau et il m'a fait ce qu'il voulait. Alors, ça ressemble un peu à ce que j'avais écrit et joué, mais il a fait du Lloyd tout craché. Il a fait, alors on a dû bien le truc, voilà, mais il nous a fait du Lloyd. Et moi, ça m'amusait justement de le mettre dans la même scène qu'un de mes acteurs fétiches, qui est Jean-Claude Dreyfus, que vous avez pu voir dans Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet, qui faisait le boucher cannibale, ou City of the Lost Children. Tu disais tantôt justement que ça avait tout d'un trauma. Je peux dire que la pochette a tout d'un trauma, absolument. D'après moi, au Super Club Vidéo Gore, Steve, corrige-moi si je me trompe, mais si prends ta Bible et tire-toi était sur les tablettes, il ne serait jamais disponible parce qu'une pochette comme ça, c'est emblématique des années 80 et des films trash, vraiment. C'était voulu. D'ailleurs, c'est drôle que tu me dises ça, mais cet après-midi, j'ai amené mon film, je l'ai donné au dernier Vidéoclub de France. Oh, wow! Et ils l'ont mis, alors il est à côté de plein de trucs. Petite question à propos de ton film, parce que là, on en parle depuis tantôt. C'est quoi le film? C'est quoi le synopsis du film? C'est un météore qui arrive de l'espace, juste après qu'un émissaire extraterrestre soit descendu pour prévenir la Terre qu'un terrible mal va arriver. Et il a la chance de tomber sur un fermier un peu facho qui le descend parce qu'il a trop peur de se prendre une sonde anale ou une connerie comme ça. Et en fait, le truc arrive, il y a des clochards qui sont dans un petit village du nord de la France qui ouvrent, qui tombent sur le météore. Il y a une sorte de blob qui sort. Tout le monde est infecté en cannibale, pas en zombie. C'est vraiment très important. Voilà, ils sont encore vivants, on va dire. Ils sont en mauvais état, mais ils sont encore vivants. Et il y a un petit groupe de parias, une prostituée, des sans-abri, quelques personnes qui essayent de s'en sortir. Et dans le même temps, tu as un extraterrestre qui était en train de faire le nettoyage des toilettes d'un vaisseau pirate dans lequel il travaille, qui intercepte un message holographique et qui lui dit qu'il peut récupérer la prime parce qu'un émissaire le petit extraterrestre du début a disparu et si on le récupère, il touchera beaucoup d'argent. Et il part sur Terre en même temps pour récupérer l'émissaire et il tombe dans tout ce bordel monstrueux et tout. Et bon, il faut voilà. noter que tout ce que tu racontes là a l'air d'une saison complète, d'une série absolument trash. Ouais, mais ça dure en 1h03. Hein. 1h03, c'est là que je m'en allais, Steve, exactement. Et encore, je ne t'ai pas tout raconté, hein, parce qu'il y a des zombies, il y a des fantômes, il y a des aliens, il y a champignons magiques, clairement. Il y a même, et ça, c'est pas de mon fait, il y a même le vrai président de la République française. Wow. Mais en dessin animé. Et j'ai jamais demandé ça, j'ai failli le couper à l'écran pour pas avoir d'ennui, parce que bon, tu sais, la France, c'est plus ce que c'était, hein, ça commence à devenir un truc totalitaire. Donc voilà, mais bon. Ça me fait vraiment penser à quelque chose, ça, Steve, parce que
J'entends ce qu'Alex nous raconte, un peu la genèse de son film, que c'est même flou sur comment il a rencontré Lloyd, parce que ça devait aller très vite, tout ça, à la fois. Là. Clairement, Alex, tu es un fan de films d'horreur. Tu as toi-même une petite version de ton club vidéo derrière toi. Est-ce que tu te souviens du premier film d'horreur que tu as loué au club vidéo quand tu étais gosse? Premier film d'horreur? Non, mais du premier bout de morceau de film d'horreur que j'ai vu, j'avais 5 ans. On était en 81. C'était An American Werewolf in London. Et c'était la transformation de David Naughton en train d'hurler sur un petit Mickey en plastique et en train de se dessaper et en train de se transformer en loup-garou. Je me suis pissé le long de la jambe. J'ai eu la trouille de ma vie et j'ai su ce que je voulais faire à 5 ans. Maintenant, c'est plus du tout ce que je veux faire. Mais bon, il aura fallu 42 ans plus tard pour que ça, je finisse par le comprendre. Mais bon. Wow! Mais ça, c'est tout un baptême pour les films d'horreur. American Werewolf in London. John Landis, quel homme quand même. Et ici, toujours John Landis, Thriller à la télé. Là, aujourd'hui, on s'entend, tu l'as mentionné, tu as 47 ans, tu n'as plus envie de faire ça, mais ça l'a fait naître en toi une flamme. Oui. J'espère que cette flamme-là, elle a été vraiment comblée avec Prends ta Bible et tire-toi. Quelque chose qu'on peut trouver à quel endroit d'ailleurs, Alex? Alors, vous pouvez l'avoir sur le site de Back Film. Sinon, vous pouvez le trouver sur Trauma Now, la chaîne de streaming de Lloyd Kaufman. Quel honneur d'être sur la chaîne quand même. Félicitations pour ça. C'est très cool. Et voilà, non, mais on peut pas. Il est là le truc. C'est pas que j'ai envie de ne plus faire de films. C'est que je ne veux plus faire de films fauchés où je me retrouve à pratiquement faire tout seul au bout d'un moment, c'est-à-dire tout seul. Heureusement, j'ai eu plein de gens. J'ai eu mon monteur Hugo qui a fait aussi bien le montage que les effets spéciaux numériques, les VFX, énormément de choses pendant 6 ans. Donc non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, ça m'est arrivé de tourner comme ce que je suis en train de faire avec vous. C'est-à-dire que je posais la caméra et je me baladais habillé en singe tout seul dans le plan. C'est une histoire typique chez nous, Steve. Oui, c'est ça, on fait ça. On a fait ça. Et donc, c'était vraiment... voilà, c'est-à-dire que le film, il m'a coûté 10 000 €. C'est rien, c'est même pas le budget toilette d'un film lambda, mais papier toilette. Mais je veux dire, c'était vraiment... au bout d'un moment, voilà. Et ça m'a duré trop longtemps. Je me suis laissé dévorer, en fait, par ce film que j'ai pas contrôlé, finalement. C'est que... Mais j'ai voulu le finir à tout prix et j'ai rajouté des choses au fur et à mesure. Et voilà, non, ça c'est... Finalement, il existe, j'en suis très content. J'ai des projets, mais mais ça serait plus vers la science-fiction, mais plus de façon Amblin, tous les trucs que je regardais quand j'étais petit, ou les trucs à la Jim Henson, Labyrinth, Dark Crystal, tous ces trucs-là. Et, mais simplement à l'intérieur d'une maison avec des beaux éclairages et tout, parce que on le voit bien dans Prends ta Bible, je n'ai jamais eu le temps ni le moment, c'est pour ça qu'on a tout fait de jour. Il n'y a pas vraiment d'éclairage, c'est fait comme ça à l'arrache. Et à l'arrache. On aime beaucoup les projets qui sont faits à l'arrache. De toute façon, Alex, nous, on va s'assurer que les clients du Super Club Vidéo Gore voient Prends ta Bible et tire-toi, sachant maintenant où est-ce qu'on peut le trouver. Merci beaucoup d'être passé. C'est super. Le Super Club Vidéo Gore est fier d'être commandité par la brasserie Anorak Brewpub. Située au cœur de Morin Heights, la brasserie Anorak Brewpub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brewpub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservez dès maintenant au brasserieanorak.ca. « 1996, Steve. Moi, j'étais un gros fan de lutte en 96, je m'en souviens encore. C'est l'année avant que Bret Hart a eu le fameux Screwjob à Montréal. Je me souviens exactement où j'étais. Par contre, je dois avouer que les films d'horreur en 96, c'était pas trop mon bag.
Non, mais moi j'aime beaucoup les films d'horreur de 90 en fait que j'ai très hâte de voir ce que Christophe et John Ali vont nous présenter en fait. C'est moi. Sur une bière, sur la route de l'horreur. Santé. Cheers. Christophe G ici. J'espère que vous allez bien. De retour au club vidéo Gore. L'année, par contre, 1996. Grosse année. Encore une fois, une année où j'ai fréquenté beaucoup de clubs vidéo. Non, je pense pas. Le Corbeau 2, The Crow 2, City of Angel. La trame sonore était bien. Évidemment, on sait tous qu'est-ce qui est arrivé à Brandon Lee, fils de Bruce, hein, évidemment, qui est décédé sur le tournage du premier film. Donc, dans le deuxième, c'est Vincent Perez, un Français qui joue le Corbeau. Puis, honnêtement, je l'ai jamais vu. J'ai jamais voulu le voir. Je me suis toujours dit que ça allait être de la chenoute. Tu sais, c'est même pas le même réalisateur. Hein. Alex Proya, ouais, qui nous avait fait un autre film par après, là, qui était écœurant, avec Kiefer Sutherland. Sûrement que vous vous rappelez du nom, là, on dirait que j'ai un blanc. La cité de quelque chose. En tout cas, c'est pas important, c'est pas sorti en 96 anyway. Donc, The Crow 2, non, on n'en parle pas. Darkman 3, c'est pas Sam Raimi, mais c'est drôle parce que il y a Jeff Fahey dans le film. Évidemment, c'était quoi dans le premier? Ralph Fiennes. Puis non, vraiment pas. Hein? Tu sais, c'est Jeff Fahey. C'est Arnold Vosloo qui joue Peyton Westlake en dessous des bandelettes, puis sa face à moitié brûlée. Jeff Fahey, qu'on se rappelle, pour jouer dans Le Cobaye. Mais, tu sais, on est rendu au 3, là. Tu sais, c'est pas bon, ça. Bradford Macy. C'est quelqu'un qui connaît ce réalisateur-là? Pas moi. Tu sais, des fois, je collectionne les films juste parce que c'est des suites, hein. Tu sais, comme Hellraiser 4, lui, je l'ai vu, là, dans l'espace, puis dans le médiéval, un peu, là, tu sais, la Renaissance. C'est pas bon, ça. Réalisé par Alan Smithy, c'est mauvais signe. Fait que non, ça, on peut pas recommander un Hellraiser 4, un quatrième. J'aurais bien pu parler du meilleur film que Trauma, que Lloyd Kaufman a réalisé. Roméo et Juliette, on voit ici, Lloyd est très gentil, il a signé Christophe A. God. Très cool, pour vrai, mais c'est un petit peu trop trash. J'avais pas le goût de parler de ça, ni même de Scream. Je suis un gros fan de Scream. Ben oui, tu sais, on aime ça, Scream. 96, ça a vraiment, tu sais, Wes Craven encore, tu sais. Mais tout le monde va parler de ça, fait que je me suis dit que j'allais parler d'un film de vampire qui n'est pas Bordello of Blood, Tales from the Crypt. C'est cute, là, mais tu sais, non, pas vraiment. Moi, je préfère parler d'un film de vampire réalisé par Robert Rodriguez, écrit par Robert Kurtzman, l'histoire, puis Tarantino, hein, qui joue un rôle complètement fou. Donc, ça a pris From Dusk Till Dawn tout le monde par surprise à l'époque. Hein. Ça, c'est un programme japonais hein, qui sort au Japon. Habituellement, quand tu vas au cinéma, là, tu peux t'acheter ça. C'est vraiment très nice. Plein de photos de tournage, des choses comme ça. Moi, j'aime ça, collectionner ce genre de trucs. Mais From Dusk Till Dawn, tu sais, c'est comme un film. Puis le documentaire, si vous ne l'avez pas vu, Full Tilt Boogie, là, c'est absolument nécessaire. C'est vraiment du gros fun. Tu sais, ces gars-là, là, Rodriguez puis Tarantino, ils ont eu leur premier succès en même temps, Reservoir Dogs, El Mariachi, à Sundance. Tu sais, ils ont cliqué, ils trippaient sur le cinéma de genre, les deux. Fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, hey, on fait un film de vampire, là, mais on commence par un film de braquage, un film d'action. Harvey Keitel, trop bon en Preacher avec sa fille un peu prude. Juliette Lewis, qui incarne Juliette Lewis. Puis Tarantino, il est tellement freak là-dedans. Là. Josh Clooney, bon, évidemment, il a sa belle gueule, mais en même temps, il sortait de ER. Hein. Fait que là, c'était vraiment une façon de casser là, le rôle du beau gosse. Là. J'ai plusieurs versions. Je fais comme si avec Evil Dead. Moi, j'aime vraiment ça. Mon préféré, c'est celui-là signé par Tom Savini.
On parlera évidemment pas du 2 puis du 3 parce que c'est pas bon. La série, je l'ai pas vue non plus, mais ça vaut la peine d'être revisité. From Dusk Till Dawn, toujours aussi bon, avec Cheech, Marin, gros plaisir, sale, des vampires, du gore, puis des mariachis un peu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur John Alit. Non, pas du tout. J'ai été cordialement invité par nos amis québécois pour vous faire une petite revue, mais vraiment mini, rétrospective du film Bad Moon, Pleine Lune, sorti en 1996 de monsieur Eric Red, scénariste et réalisateur de Body Parts et aussi scénariste de Hitcher. Et en 1996, sort directement en VHS ici. Oh, le direct to VHS, mais qu'est-ce que ça me manque ça. Oh là là, on allait dans le vidéoclub et on se louait une vidéo pour le week-end. Ça me manque vraiment. Et moi, dans les années 90, j'adorais ça, aller dans les vidéoclubs et louer des vidéos. Et surtout louer des séries B, des mockbusters, des films qui ne sortaient pas forcément au cinéma. Alors, je ne sais pas s'il est sorti chez vous, outre-Atlantique, sur le continent américain, certainement sorti au cinéma en 96, mais pas en France. Il faut savoir quand même que les années 90, elles n'ont pas été tendres avec les loups-garous, hein, mis à part... Allez, Wolf, 1994 avec Jack Nicholson. Full Eclipse, hein, ce petit film avec Mario Van Peebles, hein, une espèce de mercenaire avec des loups-garous comme ça, mutants, c'était quand même pas mal. Et aussi le loup-garou de Paris. Bon, 1998, mais ça, c'était oubliable. Mais revenons à nos moutons. Bad Moon, Pleine Lune en français, s'ouvre donc dans un décor de jungle du Népal. Et Ted, joué par Michael Paré, qui est photojournaliste, va se faire attaquer avec sa compagne par un loup-garou. Alors vous me direz, jungle, Népal, loup-garou. Alors qu'on a plutôt l'habitude de voir des loups-garous dans les forêts froides du nord de l'Occident. Et donc pendant cette attaque, la petite compagne de Ted, avec qui il s'amuse plutôt bien dans la tente, eh bien va mourir. Et lui, il va se faire attaquer par ce loup-garou. Et il va recontacter sa sœur Janet. Janet, jouée par Mariel Hemingway. Oui, vous savez, cette actrice qui respire dans l'espace. Cette Mariel Hemingway. Et Janet, elle vit seule avec son fils Brett, campé par Mason Gamble. Oui, Mason Gamble. Vous savez, Denis, il a malice. Et donc, il va lui dire qu'il est de retour aux États-Unis. Elle va vouloir revoir son frère qui vit dans une petite roulotte, comme je le disais. Et elle va lui dire, mais non, mais viens installer ta roulotte à la maison, tout ça et tout. Dans une magnifique villa à la lisière de la forêt. Magnifique terrain de chasse pour un loup-garou. Mais c'était sans compter la protection de Thor. Thor, le chien de garde, un magnifique berger allemand. Je rappelle que le berger allemand, aussi appelé berger d'Alsace, berger alsacien ou chien-loup, est une race de chiens tirant son nom de son pays d'origine, l'Allemagne, Canis Lupus Familiaris, où elle est apparue à la fin du 19e siècle. La Fédération cynologique internationale le reconnaît sous le nom de Deutscher Schafhund. Excusez mon allemand. Ce qui laisse à penser que durant des milliers d'années, des animaux proches des bergers allemands et de leurs cousins belges ou hollandais ont existé dans cette région d'Europe. Et alors, mention spéciale pour Thor, campé par ce berger allemand magnifique, dressé. Alors, dressé au poil, j'ai envie de dire, le jeu de mots un peu pourri, mais alors qu'est-ce qu'il joue bien? Je crois que c'est le meilleur acteur du film. Et à votre avis, je vous le donne en mille? Eh ben, ça va pas très bien se passer entre Ted et Thor, hein. Effectivement, il a du blaire, hein, il a du pif, hein, le Thor, hein. Il va vite renifler que Ted, il est pas net, hein, et qu'il est lui aussi un peu du milieu canin, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Ted, lui, à la base, il est pas méchant, hein. Lui, ce qu'il voulait, c'est se rapprocher de sa famille, hein, pour que sa malédiction trouve son salut dans l'amour qu'il porte à sa famille, hein, que cette malédiction lui soit carrément enlevée. Un Ted qui malheureusement ne contrôle plus ses pulsions et qui va s'en prendre à la famille parce qu'il est tout simplement égoïste. Donc on va pas se mentir, le film dure 1h20, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de storytelling. Il se passe pas grand chose mis à part quelques attaques et surtout le protagoniste, je tiens à le dire, c'est le chien Thor. Alors pour les effets spéciaux les amis, on est pratiquement en full practical. Et qu'est-ce que c'est beau, c'est gore et le loup-garou est particulièrement bien fait et d'ailleurs ça fait plaisir de voir un loup-garou avec le poil grisonnant, hein, limite blanc. Hein, souvent ils sont marrons, souvent ils sont noirs et bien celui-là il est grisonnant et blanc et c'est très joli, vraiment l'esthétique est magnifique. Je trouve que le costume, parce que c'est un suit, hein, il y a quelqu'un sous le costume, est très beau avec un mélange d'animatronique pour la tête. Alors on est en 96 et bien entendu c'est l'avènement du CGI et des mélanges composites animatroniques practical et donc on a un petit peu de CGI mais
Eh bien, c'est pas mal foutu pour la transformation. Hein. Il y a aujourd'hui des CGI encore moins bien faits que ceux que vous allez voir dans ce film, hein, pour ceux qui l'ont découvert ou pour ceux qui vont le redécouvrir. Et donc, j'adore. Il y a énormément de sang, il y a beaucoup de make-up avec les traces des plaies, tout ça, c'est très bien rendu. Vous verrez à la fin un Michael Paré complètement défiguré. Et donc, rien que pour ça, il a sa place dans le top des meilleurs designs de loup-garou. Alors, je vous le donne en mille. À la fin, il y a le combat Thor vs The Werewolf. Donc, un chien contre un loup-garou, et c'est le chien qui va gagner contre toute attente. Et au final, qu'est-ce qui reste de tout ça? Eh bien, un bon petit film d'horreur de loup-garou à se refaire, un bon petit revival des années 90 que je vous invite à regarder. D'ailleurs, il y a des mediabooks qui sont sortis en Allemagne, berger allemand, non, rien à voir, mais ils ont fait de super coffrets que je vous invite à découvrir sur Internet. C'est disponible, ça coûte une 40aine d'euros. Ils ont fait carrément des trucs collector comme si le film était un classique. C'est un délire, hein, avec des visuels et tout, vous allez kiffer. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne de nos amis La Route de l'Horreur, de vous abonner à la chaîne de John Ali TV, et venez voir un petit peu les entretiens que je fais dans le monde du cinéma et les lives 7e dimension. Et donc on finira là-dessus, c'était un plaisir de partager ce petit film avec vous, et surtout n'oubliez pas, il y a toujours un loup-garou qui sommeille en chacun de nous. Steve, ok, je retire mes paroles. Est-ce que c'est possible de le faire? C'est comme retourner un film pour l'échanger au club vidéo, right? Tu peux me permettre ça? Peut-être, ça dépend. Je retire mes paroles pour 2 raisons. La première, bien entendu, Scream. Retour en force de Wes Craven. Le retour du slasher. Hein? Et un film qui est quasi parfait pour surtout son époque, puis le fait que c'est un film qui est très méta, un film qui fait beaucoup référence à lui-même. Oui. Je le sais, Christophe en a pas parlé beaucoup, parce que le film qui voulait plus mettre l'emphase cette semaine, c'était From Dusk Till Dawn, un film qui m'a surpris, c'est très bien dit, Christophe, d'ailleurs, je m'attendais pas du tout à ça. Quentin est extraordinaire dans un rôle de premier plan comme ça avec George Clooney, c'est vraiment quelque chose, puis c'est inhabituel, c'est un peu déroutant de le voir comme ça. La scène avec Salma Hayek, qui se verse du lait sur la jambe dans le bar. J'ai rarement eu un crush sur une actrice. J'ai déjà trouvé des actrices belles. J'ai déjà même presque été en amour avec Mila Jovovich après le 5e élément. Mais Salma Hayek dans From Dusk Till Dawn, elle est ravissante, convaincante dans son rôle en plus, puis tu vois qu'il y a de quoi de sinistre en arrière de ça. Par contre, Bad Moon, j'ai jamais vu ça. Mais avant d'aller à Bad Moon pour From Dusk Till Dawn, je me rappelle moi aussi d'avoir loué ce film-là et de ne pas savoir du tout que ça allait se tourner en vampire. Fait que le gars qui aime les films d'action et qui finit par un film d'horreur, je capotais. Pour ce qui est de Bad Moon, je suis un fan fini de ce film-là et je me rends compte, tu l'as jamais vu, fait qu'il va être écrit sur la liste ici parce que c'est avec Michael Paré. C'est vraiment un bon film de loup-garou. C'est extraordinaire. Écoute, il faut que tu regardes ça un jour. C'est pour ça que durant la pause, je le mets sur la liste parce que après la pause, je finis enfin ma série d'Hellraiser. Je vous dévoile ma prochaine série que je vais regarder. Puis Stéphane, t'as regardé quoi encore? Pet Sematary Bloodlines. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, je m'adresse à vous. Si vous aimez vos 2 commis et leur gérant et désirez que tout le monde garde son job, c'est simple. Votre soutien est le meilleur cadeau que vous pouvez nous offrir. Rendez-vous sur nos différentes pages de médias sociaux comme YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous au Super Club Vidéo Gore, activez les notifications et mettez un beau petit pouce bleu sous nos publications. En plus, on est sur Spotify. Un petit review rapide, 5 étoiles et vos commentaires et le tour est joué. De cette façon, le Super Club Vidéo Gore va survivre bien plus longtemps que notre concurrence. Des tonnes de copies? Pfff! Laissez faire ça et venez nous voir. Chez nous, il n'y en a pas de frais de retard. Steve, on a un problème des fois. Hein? Tu m'accuses beaucoup de tes déboires et de tes souffrances, quand en fait, c'est le Lament Configuration qui est responsable. J'ai parlé ici de Hellraiser. Tu as finalement terminé la série au complet, 11 films. Ouais. Puis pour clore les films en série d'Hellraiser, ben, tu vas nous parler de Hellraiser 2022. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1 et action! Hellraiser 2022, le remake, reboot, on n'est pas trop sûr si c'est un remake ou un reboot, c'est plus un remake. Reimagining. Ouais, Reimagining, t'as raison. Le 11e film sorti en 2022. J'ai écouté les Hellraiser à cause que tu m'as demandé si j'avais vu ce film-là.
Puis j'ai dit, ben non, faudrait tout que je voie les autres avant, parce que je suis un gars de même. Donc, j'ai enfin regardé la semaine dernière Hellraiser 2022. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que tu parlais la semaine passée d'une personnage emo comme... Insupportable. La personnage principale d'Hellraiser 2022, elle est insupportable. Tellement d'accord. Ça n'a aucun sens. T'as le goût qu'elle meurt. What? Is that supposed to be a stab? T'as le goût qu'elle souffre. C'est pas normal. C'est supposé être une protagoniste, puis on souhaite sa souffrance. On dirait qu'on devient un Cénobite avec des personnages comme ça. On souhaite la souffrance. Écoute, tous les autres personnages, elle les fait chier, elle les écoute pas, elle fait à sa tête, elle prend que des mauvaises décisions. C'est comme Please die! Please die! Je criais après ma TV, j'étais comme. J'en revenais pas. Il y a une affaire, par exemple, c'est qu'ils ont quand même évolué sur la petite boîte que tout le monde connaît, que là, je vois pas. Le Lament Ouais, Configuration. je toucherai pas à ça. Oui. Vraiment cool la façon qu'ils ont amené cette petite boîte-là, qui s'ouvre vraiment, qui devient plus intéressante qu'une boîte que le monde ne savait pas trop quoi faire avec, là, qui frottait comme quand tu... Tu sais, là, sur un bol, quand tu mets du papier sealed, là, comme pour tes légumes, tes fruits. Mais tu sais, tu tournes, c'est un peu la même affaire dans les autres films. Ouais. Puis c'est un puzzle simple. Ça, là, c'est vraiment un puzzle. Ouais. Là, ils ont vraiment évolué, ils ont innové. Très cool. J'ai adoré la boîte. J'ai vraiment pas trippé sur les Cenobites, par exemple. Je les ai trouvés, on dirait qu'ils étaient de sci-fi, d'un mauvais film des années 90. En plein ça que j'ai pensé aussi. Un gros manque d'inspiration, je trouve. Ouais, fait que j'ai vraiment pas trippé sur les Cenobites. Je sais pas, ça m'a... Ils sont pas venus me chercher. Je trouve que leur maquillage puis leur costume font zéro peur, puis Zéro. ça paraît que c'est des costumes. Oui, effectivement. Non, t'as totalement raison. Avec un budget comme il y avait pour ce film-là, c'est inexcusable, à mon avis. Ouais, l'histoire est vraiment bonne, par exemple. Je trouve qu'il y a vraiment une histoire comparée aux autres Hellraiser. Sauf que, c'est quoi notre sweet spot, mon Stéphane? 1h20 à 1h30. Ouais, mais là, le film, il dure 2 heures. Puis sincèrement, à un moment donné, quand j'ai regardé l'heure, j'ai fait « Ah, si, il me reste 25 minutes. » Fait que c'était comme un 25 minutes too much. Toujours et encore une enquête, style policière, quoi que ce soit. C'est ça. Mais bon, si je prendrais la série au complet, je pourrais insérer celui-là après le 3. Donc, ça irait avec 1, 2, 3, 2022, Judgment, 4 et tout le reste de boîte, tout en finissant par Revelation. Dans le fond, tout le reste de boîte, tu les prendrais, puis tu ferais un genre de simili-poulet de Hellraiser avec, puis tu pourrais beurrer ça sur une toast, pogner le cancer après. Hein. C'est ça. Mais là, épouvantable. mais là, si je compare Howling à Hellraiser, Hellraiser est par-dessus Howling. À cause du 2022 et Judgment? À cause de tout. Parce que Howling 1 est bon, là. Ouais. Faut y donner quand même. Ouais. Mais ça arrête là pas mal. À peu près. Ouais, c'est ça. Ben écoute, je suis vraiment d'accord avec toi, puis je suis content que tu l'aies vu, finalement. C'est une bonne chose, mais moi aussi, j'ai vu des choses. Oh, t'as vu quoi? J'ai vu Pet Sematary Bloodlines. Hey, toi, regarde-moi ça. Steve. Oui. Pet Sematary Bloodlines. Uh-huh. Une suite du remake de 2019 qui se veut un prequel. C'est-tu vraiment une suite de ce remake-là? Ben en fait, ça suit pas le film, chronologiquement parlant, mais c'est en réponse à Pet Sematary 2019, qui était un remake de l'original. OK. Et puis là, on fait un prequel pour revenir derrière, pour expliquer les origines, entre autres de Judd Crandall. Puis, c'est le premier film réalisé par Lindsay Allison Beer. J'espère que c'est le dernier film réalisé par Lindsay Allison Beer. Par où commencer? Premièrement, l'histoire tourne autour de Judd Crandall. Sometimes dead is better. Ouais. Dans l'original. Mais là, on se trouve avec un personnage qui joue la jeune version de lui qui ne ressemble pas du tout. Ça, c'est un problème pour moi. Il est même pas proche d'y ressembler. Premièrement, il n'y a plus d'accent du tout. L'accent exagéré de Herman Munster. Dans le premier film, Herman... qui est juste un classique. Là. Son accent est complètement disparu. Puis on est supposé être téléporté à l'époque. Ça doit être comme dans les années 50 à peu près. Mais là, attends une minute. Si c'est la suite du remake, dans le remake, il n'y a pas d'accent.
Est-ce que Judd Crandall avait un accent dans le remake? Je sais pas. Mais je pense que tu as raison. Je Pas pense sûr. que tu as raison. Parce que moi, le remake de 2019, c'était un film non nécessaire. Je pense pas que personne a demandé ce film-là. Je trouve que le look de l'époque est zéro convaincant. On est tout de suite présenté au début du film à un chien en CGI, parce que j'imagine qu'il n'y avait plus de vrais chiens disponibles. Pour être sur le plateau. C'est un scénario, on dirait, qui a été écrit par George Lucas dans le temps qu'il a fait ses films originaux de Star Wars. Le dialogue est exécrable. Puis c'est un retour dans le temps pour nous expliquer les origines du fameux cimetière indien qu'on retrouve dans Pet Sematary, qui permet d'enterrer les morts puis qu'ils reviennent à la vie sous une version alternative d'eux-mêmes. Évidemment, les versions qui reviennent à la vie sont sinistres, sont dangereuses, ils ont une mission puis c'est pas une bonne mission. Hein? Ça, c'est tout correct, mais on est supposé visiter d'où vient le cimetière amérindien, parce que c'est un Indian Burial Ground. On le visite, mais pas tant. T'sais, on est supposé rencontrer un peu les gens qui sont responsables et qui connaissent le lore de tout ça. Puis on est exposé très mal à l'histoire ancienne. Puis on n'a pas l'impression qu'on est du tout dans l'époque. C'est beaucoup trop éclairé, ce film-là. C'est trop propre. C'est trop léché. J'ai pas aimé les personnages, un peu comme toi dans Hellraiser 2022. C'est des personnages qui sont pas attachants. Parmi les personnages, il y a le père de Judd Crandall qui est joué par Henry Thomas. Ouais, mais lui, il est bien, par exemple. Il est correct. Ouais. Puis dans le film, il fait ce qu'il peut avec le matériel qu'il a. Ceci dit, pauvre Henry Thomas. Il y a également David Duchovny qui joue l'agent Mulder dans X-Files. Pauvre David Duchovny. C'est vraiment rough. Puis pendant le film, il y a la phrase « aim for the eyes », viser les yeux. You aim for their eyes. That's the only way to end this. Il parle de ça beaucoup dans le film comme façon... Mais c'est quoi le rapport? Ça n'a aucun rapport avec aucun des autres films, des suites, des c'est comme... Zéro, même. Je pense que le gars qui a écrit ça, il a regardé Demon Knight, genre la veille. Lindsay Allison Beer. Ah, mais c'est elle qui l'a écrit. Ah, ben ça, l'histoire le dit, mais je l'ai mais pas elle lu. dit pas. Mais écoute, il y a plusieurs problèmes avec le film, on s'entend. Le premier problème, c'est le film. Le deuxième problème, donc deuxièmement, il n'y a aucune tension dans ce film-là. Je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, Steve. Troisièmement, je l'ai dit tantôt, il n'y a aucun personnage attachant. Ça, c'est important de le faire quand même. Cinquièmement, la factrice, la dame qu'on voit qui livre le colis chez l'agent Mulder, chez David Duchovny. C'est un personnage qui est supposé avoir un rôle important, qui se fait tuer qui se fait attaquer par le chien en CGI. Mais elle disparaît de l'écran, puis elle revient plus tard dans le film, puis on comprend pas pourquoi elle n'est pas morte. On espère qu'elle le soit, puis elle ne l'est pas, malheureusement. Elle survit pour absolument rien, puis elle meurt stupidement à la fin. Elle me fait penser au gars dans Vendredi 13-3 qui se fait couper le bras, là, le chef de gang. Lui, tu penses qu'il est mort au début, il revient, puis il meurt tout de suite. C'est quoi le but de ça, tu sais? Sixièmement, la colorimétrie du film, je l'ai dit tantôt. C'est beaucoup trop clair, c'est trop propre, c'est trop léché. On n'a pas l'impression d'être dans une forêt avec un cimetière indien où est-ce que les morts reviennent à la vie. Septièmement, beaucoup de kills off-screen. Ça, pour moi, c'est un péché capital. C'est décevant, ça. Vraiment. Tu sais, on peut avoir certains kills off-screen qui sont implicites, mais dans un film d'horreur comme ça, on s'entend quelque chose d'un peu plus explicite. Puis malheureusement, on n'est pas servi dans un film comme ça. La scène de la danse amérindienne, t'en souviens-tu, Steve? Oui. Ils écoutent une chanson de Dion and the Belmonts qui s'appelle Run Around Sue. Premièrement, ça n'a rien à voir avec la culture amérindienne. C'est un Américain qui chante ça. Puis il danse autour d'un feu. Puis là, on est supposé comprendre qu'il y a un lien d'amour et d'amitié entre ces personnages-là. C'est tellement cringe. Quand ils dansent, là, moi et Caro, on se regardait, Caro qui est mon épouse, je te salue mon amour, on se regardait en disant « Hey boy, ça achève-tu cette affaire-là? » Donc je continue avec mes aimements. Neuvièmement, ça n'a fuck all à voir avec Pet Sematary, tout ça. T'es-tu d'accord? Ouais, écoute, moi je regardais le film, puis je me disais que l'original était mieux expliqué que le prequel. On comprenait rien. Puis quand tu fais un prequel comme ça, c'est supposé être une histoire d'origine. Tu es supposé comprendre pourquoi les autres films existent. Ouais. Mais là, tu comprends encore moins. C'est pas normal, ça. 11e, l'accent de Judd Crandall n'existe plus. Tu as raison, Steve, si je suis ma propre logique, puis le remake est en lien avec la version 2019, il n'y en avait plus d'accent Judd Crandall. Hein? Donc ça tient plus la route. 12e, il y a une scène en particulier.
où est-ce que personne ne se rend compte que la maison est en feu. Avant que David Duchovny vienne les voir, puis il dit vraiment calmement, parce qu'il était écœuré d'être sur le plateau, « The house is on fire ». Place is on fire. Si une maison brûle puis t'es dedans, t'as pas besoin de David Duchovny pour te le dire. Je dis ça, je dis rien. Le film, écoute, c'est 1h30. C'est notre sweet spot, man. Oh, oui, oui. Mais on dirait qu'il dure 2 saisons complètes. C'est tellement long. Puis on dirait que le temps s'arrête. Tu sais, quand on était à l'école au secondaire, là, moi, des fois, je regardais l'horloge puis je te jure, j'avais l'impression qu'elle reculait tellement que c'était long. Je me sentais comme ça. C'est pas supposé. C'est un film d'horreur. Je suis supposé avoir du fun, Steve. Aidez-moi, quelqu'un. À la fin, okay, le climax, le third act du film sont dans des tunnels en carton qui sont supposés être sous terre. On s'entend que le film de Descent a beaucoup mieux réussi, c'est rendu en studio de tunnels. Là, c'est complètement dégueulasse. T'as aimé ça de Descent? Ah, j'ai adoré Descent. Un très, très bon film. Il y a une scène où est-ce que Judd Crandall se fait étrangler sous l'eau par Timmy. C'est tellement poche que je peux vous dire que le film vaut la peine d'être vu pour cette scène-là. C'est tellement mal acté, Steve, c'est épouvantable. Puis, à travers tout ça, okay, dans les 10 minutes là, entre la scène de la noyade et les tunnels en carton, quelle phrase, ça ferait un T-shirt, ça. Il y a 3 flashbacks émotifs où est-ce qu'on voit les personnages connectés quand ils sont dans des moments d'intimité. Asti que ça lande pas, man. T'es là, ok, je suis supposé être touché. Lindsay Allison Beer va lire un livre, fille, c'était vraiment pas nice. Puis la fin est tellement cheap. Je vais finir en disant, Steve, j'aimais beaucoup Pet Sematary 2 de 92, mais je préfère le 1 de 89. Hein? Oui, un classique. Je trouve que Super Mario avec Bob Hoskins et John Leguizamo est plus cohérent que le remake de Pet Sematary 2023. Puis écoute, j'aime pas du tout Pet Sematary Bloodlines pour les raisons susmentionnées. Puis j'aime un peu Pet Sematary 2019. Donc l'écart entre les 2 versions modernes et les 2 versions classiques est la même. C'est juste que dans les versions classiques, on est beaucoup plus près, dis-je, du fond du baril. Fait qu'on donne combien de yeux à ce film-là? Parce que là, yeah! Ben écoute, la semaine passée, j'ai donné un œil de Boogeyman. Puis j'ai trouvé The Boogeyman supérieur à tout point à Pet Sematary Bloodlines. J'en reviens pas que je vais faire ça, Steve. On établit ici un record de médiocrité jusqu'à maintenant au Super Club Vidéo Gore. J'avais donné 0.5 yeux sur 5 à Pet Sematary Bloodlines. Je dois faire un shout-out. Jasmin Hull. Je te salue, Jas. Quand j'y ai dit que j'ai regardé The Boogeyman, il a dit « Ah, c'est pas pire, ça. Non, c'est pas si pire. » Je dis « Ah ouais, OK. » Puis après ça, je regarde Pet Sematary Bloodlines. Il a fait « Oh, bonne chance. » Quand Jasmin m'a dit ça, j'ai eu peur. Et j'ai fait « Oh shit. » Ce gars-là, c'est quand même un bon public. Il a l'air à être assez tolérant. T'sais. Parce que Boogeyman, moi, j'ai vraiment pas trippé. Puis là, je le savais que je m'en allais vers de quoi d'atroce, mais jamais si mauvais que ça. Écoute, hey, t'es en bas de 2? Ouais. Come on, Stéphane. Qu'est-ce que t'as envie d'entendre? Veux-tu que je te dise de sucer ma marde? Ah oui. Après la pause, notre première plainte de clients parce que ça a l'air qu'on n'a pas parlé des bonnes choses durant Action 90. Ah boy, j'ai hâte de voir ça. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos 2 commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous. Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10, les thématiques saisonnières, les critiques des pires navets de l'horreur et même les analyses des sacs de chips ou des ramen trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant. À la prochaine, les tripeurs! Ouais, je comprends pas parce que les films d'action des années 90, c'est le fun, tu sais, il y a plein de bons acteurs. Ben écoute, il y a David Hasselhoff. Il y a qui aussi? C'est sûr que les films des années 90, c'est pas pour tout le monde. Mais les films que Sylvain Chénier nous a parlé la semaine passée, me semble, c'était pas si pire, tu sais. Un puma, man, dans la valise. Qui va battre ça? Un puma? Oui, mais Michael Dudikoff
a battu 400 candidats pour le rôle de Joe Armstrong dans American Ninja. Un film culte qui, à l'origine, était destiné à Chuck Norris pour le rôle principal. Michael Dudikoff, pour ceux qui ne le connaissent pas, sûrement à cause de leur manque de culture, est né en 1954 à Redondo Beach, Californie. Son père est d'origine américaine-russe, sa mère d'origine québécoise. Et oui, Rita Girardin était pianiste ici au Québec. Ils ont déménagé par la suite en Californie, ont eu 5 enfants, et l'un d'eux est devenu éventuellement un icône mondial dans le monde cinématographique. Dans ses débuts, déjà un sex symbole, il était mannequin, et après quelques petits rôles ici et là, dont avec Tom Hanks dans Bachelor Party paru en 1984, Michael Dudikoff a finalement eu son big break dans American Ninja, son premier rôle principal en 1985. Le film est réalisé par Sam Furstenberg, qui avait réalisé Revenge of the Ninja, puis Ninja 3 Domination, avec le légendaire Sho Kosugi. Des grands classiques sous la bannière de Canon Film, qui nous ont donné des chefs-d'œuvre par la suite, comme Cobra avec Sylvester Stallone et Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Suite au film de Sho Kosugi, Canon voulait faire du jamais vu pour ses films de ninja, avoir un Américain dans un rôle historiquement joué par des Japonais. Donc, ils ont méticuleusement choisi Michael Dudikoff pour jouer le rôle de Joe Armstrong, notre héros mystérieux. Le film se passe sur une base américaine aux Philippines, et on voit qu'il est surdoué dans les arts martiaux, mais il ne se rappelle pas de son maître qui lui a enseigné l'art du ninja. On apprend par la suite qu'il est atteint d'amnésie, causée par une explosion durant son enfance. Donc, malheureusement, il ne se rappelle pas de son passé. Dans les mots de Sam, le réalisateur, lors de sa lecture parmi ses 400 jeunes acteurs, il a tout de suite ressenti que c'était lui, le American Ninja. Il était parfait pour le rôle. La raison de pourquoi Chuck Norris avait refusé le rôle, parce qu'il n'aimait pas l'idée de couvrir son visage. Conclusion, Chuck Norris, Michael Dudikoff. Hey, bonsoir les pourris! Devinez quoi? Je savais que c'était pour arriver encore, mais cette fois-ci ça me dérange autant que la dernière fois. On a eu une plainte d'une cliente. Ben oui, je sais pas si c'est toi la belle ou si c'est toi Villeneuve, mais il y a quelqu'un qui a dit que Jeepers Creepers Reborn était aussi le fun qu'un coup de pied dans le Snatch. C'est qui le comique? Ah, laissez faire, je veux pas le savoir. Allez donc écouter les messages sur le répondeur. Ça, c'est sûr que c'est toi, la belle, qui a dit ça. Comment Jeepers Creepers Reborn? Je connais pas ce film-là. Ah ouais, bon, on va écouter les messages sur le répondeur, hein? C'est Oui, bonjour Steve et bonjour également à ton collègue Stéphane. En fait, Steve, je voulais tout simplement m'excuser. Tu as vraiment raison, hein? Jason Goes to Hell, c'est de la bombe, hein? C'est un chef-d'œuvre. Non, non, mais sérieusement, là, tout est bon là-dedans, du concept à l'exécution. C'est un film quasiment parfait. J'ai beau chercher, en fait, j'y trouve aucun défaut, mon Steve. D'ailleurs, c'est la même chose pour toi. Aucun défaut. J'aime ton élégance, ta pertinence. J'aime comment tu t'habilles. Tu es agréable. Tu sens bon. C'est toi qui as écrit ça, hein? Ben non. Kill. Fait que passons, on a retour la semaine parce qu'on arrive à la fin de notre chiffre. Personne d'autre aime Jason Goes to Hell. Ça pouvait juste être... pas vrai, ça. Ceux qui aiment Jason Goes to Hell, écrivez en commentaire. Je pense pas qu'ils ont accès à Internet, ces gens. Jason Goes to Hell, écrivez en commentaire. Hey, mon Stéphane, oui. Fais ta job, là. Qu'est-ce que Retour nos de la semaine, clients nous ont ramené? Je vais aller dans la cave. Oh! Hey, attends un peu, toi. Oh! Ah, ben c'est un double feature, ça. Double feature, The Gate et The Gate 2. Petite anecdote, j'ai acheté ce film-là à Shockstock. On avait fait un voyage à Shockstock en autobus et on l'a écouté dans le chemin du retour. J'avais jamais vu The Gate, en fait, en mon souvenir. Un film d'horreur canadien, en plus. C'est tellement un bon film.
Et j'ai jamais vu le deuxième, par exemple. OK, quand même. Ben, le client qui l'a ramené, il l'a vu, lui. Oui. Double feature, imagine-toi donc. Je faisais souvent ça, moi, quand j'allais au club vidéo, quand j'étais gosse. Je choisissais souvent le 1 et le 2 d'une série quelconque quand j'avais les moyens de le faire. Là. On s'entend, il n'y avait pas les mêmes spéciaux qu'ici. Les réguliers sont 2,99 chacun. Fait que 6 $ pour les deux, Gate et Gate 2. En tant qu'enfant, la première fois que tu vois le film The Gate, ça fait rêver. Tu as vraiment envie d'aller dans ta cour toi aussi, puis voir s'il n'y a pas un trou qui mène vers une autre dimension. The Gate 2, par contre, Steve, je t'avoue, ce film-là manque à ma culture. J'ai juste entendu parler, je pense que c'est de notre ami Danny, qu'il y a plein de tas de marde, mais vraiment des tas de marde. Littéralement? Genre, littéralement des tas de marde. Pourquoi c'est Danny qui saurait ça? Je sais pas. C'est quelqu'un qui aime faire des jokes de caca, ça? Peut-être, mais il m'a vraiment parlé de ça. Il dit, check, The Gate 2, c'est pas bon, mais il y a plein de tas de marde. OK. Fait que ça, c'est un argument pour regarder le film. Alors, regarde ça, c'est pas un bon film, mais beaucoup de marde. Oui, c'est ça, exactement. T'étais-tu convaincu, non? Ben, je l'ai pas encore regardé, fait qu'il m'a plus ou moins convaincu. Un peu, il y en a un autre. Ah, c'est quoi d'autre? Oh, OK. Fait que ça là, c'est Hello Mary Lou, Prom Night 2, OK? J'ai jamais vu ce film-là. Le deuxième d'une série. Par contre, j'ai jamais vu ce film-là, par contre, c'est mon premier souvenir d'avoir été terrorisé par une bande-annonce quand j'étais enfant au primaire. Je me souviens d'une shot, puis là, je vais essayer de la mimer, où est-ce qu'on voit la personnage principale comme ça, et on voit comme la lumière derrière elle dans l'embrasure de la porte. C'est d'ailleurs sur la pochette, si je ne m'abuse. Oh, dans le style, là. Ben, en fait, oui. C'est sûr qu'on le voit mal parce qu'il y a des faisceaux lumineux en avant du logo là, du film, ou du titre plutôt. Mais cette shot-là, je ne sais pas pourquoi, mais dans le cerveau d'un enfant, avec beaucoup d'imagination, il y a quelque chose qui me terrorisait sur comment la lumière, l'éclairage avait été fait, puis l'ombre que Mary Lou projetait. Mais pourtant, quand tu regardes un film comme ça a l'air d'être tout sauf épeurant. Écoute, ça fait partie d'une série de 4 films, Stéphane, est-ce que tu le savais? Prom Night 1, 2, 3, 4. Mais ça, tu vois, je serais pas choqué que tu t'infliges cette série-là. Éventuellement, je veux les réécouter il y a quelques années, avec une gang, Martin, Francisco, Eve, Jasmin, justement, Danny. On avait regardé plein de films d'horreur dans une journée et je ne sais pas pourquoi, on avait choisi d'écouter le 3e. On avait écouté le 3e, puis il était vraiment super divertissant et intéressant. Mais oui, j'avoue qu'il faudrait que j'écoute les 4, un à la suite de l'autre. Oui. Ça peut être une recommandation éventuelle pour regarder-moi ça. Je dis ça de même. Non, c'est écrit sur mon petit note de page. J'ai jamais vu encore. Entre Junior et... Junior avec Arnold? Non, Junior. Je savais déjà la réponse. Écoutez, c'est déjà la fin pour nous. Effectivement. Il faut qu'on ferme le magasin, le shift est terminé, il faut aller closer, faire le facing. Pas question qu'on fasse l'overtime au prix qu'on est payé. Fuck off. Parle un petit peu moins fort, le gérant est encore... Apparemment qu'il est encore réveillé. Il doit dormir. D'après toi. Il faut qu'on émette du Pepsi Cristal aussi dans le frigo à boissons gazeuses. Et on veut aussi vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Ça veut dire beaucoup pour nous. YouTube, Facebook, Instagram. Si on insiste un peu trop, peut-être TikTok avec des micro-clips de ce qu'on fait et des stupidités qu'on se lance. Ceci dit, on veut vous remercier. Vous êtes là, vous êtes plus nombreux qu'on s'attendait qui visitent le Super Club Vidéo Gore. On est très contents de ça. Merci de nous encourager. Puis n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Effectivement. À toutes les semaines, vous allez être avisés des nouveaux épisodes. J'allais dire aussi, si vous êtes du genre à travailler, par exemple, à Montréal, puis pogner le trafic très souvent, on est sur Spotify. Vous pouvez nous écouter aussi, ou si vous travaillez en construction, vous mettez une petite oreillette là, à droite, là, puis personne ne s'en rend compte. Vous écoutez notre podcast en même temps. Toujours le fun. C'est ça. Personne ne s'en rend compte, sauf quand tu piles sur un clou parce que tu étais inattentif avec des écouteurs Bluetooth sur un chantier. Donc, faites attention. Mais écoutez-nous quand même. À la semaine prochaine. À bientôt.